Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va bien être 3 autour de cette table, vous inquiétez pas. Voilà, il y a juste un tout petit... Stéphanie est retardée quelques secondes, mais elle arrive. Voilà, elle va me rejoindre. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour parler un petit peu même beaucoup, de l'Afrique. L'Afrique, continent audacieux, qui est une question qu'on peut prendre par pas mal de bouts. On va évidemment aborder toutes les mutations de ce continent et parler de son avenir à court et moyen terme. Quelques éléments de contexte tout de même, avant de rentrer dans le dur. En faisant des recherches, je suis retombé sur un article de l'hebdomadaire The Economist, que vous connaissez sûrement, hebdomadaire britannique très libéral, qui parlait en 2000 de l'Afrique comme d'un continent sans espoir. 10 ans plus tard, le même journal faisait la même couve sur le même sujet, l'Afrique, en parlant d'un continent aspiring, qu'on pourrait traduire par émergent, par un continent encore en herbe, mais qui commence à décoller. Vision un peu caricaturale, évidemment, de l'Afrique, mais qui résume quand même bien l'accélération
des mutations qu'a subi et provoqué ce continent depuis le début de ce siècle. Pendant pas mal de temps, le continent africain n'intéressait pas vraiment les acteurs économiques. C'était, dans un rapport du Boston Consulting Group, on parle de l'Afrique comme d'un comptoir. C'était un simple comptoir riche en ressources naturelles, mais qui finalement n'intéressait pas vraiment ni les multinationales ni les investisseurs. Époque révolue, l'Afrique est devenue un continent dynamique qui attire l'attention et les fonds des investisseurs et des multinationales. Juste quelques chiffres pour vous donner un ordre de grandeur. En 2014, les investissements étrangers en Afrique devraient atteindre le montant historique de 80 milliards de dollars. La moitié de ces investissements sont chinois, on va en reparler. Depuis 2000, la croissance africaine augmente 2 à 3% plus vite qu'au niveau mondial, avec quelques pays où c'est particulièrement spectaculaire. Je pense à l'Éthiopie, qui a connu une croissance de près de 10% en 2013, au Ghana, qui aujourd'hui fléchit un peu, mais qui a connu une croissance de 13,5% en 2011, avec découverte de ressources en pétrole, et c'est un vrai pays exportateur. En 2014, d'après le FMI, le taux de croissance de l'Afrique subsaharienne devrait atteindre 5,4%. 5,4%, pour vous donner une idée, c'est autant que l'Inde et 2 fois plus que les États-Unis. Et on parle beaucoup de l'Afrique, du téléphone portable en Afrique. On est passé en un peu moins de 10 ans de 2 à 60% de la population équipée d'un téléphone portable. Là aussi, une révolution numérique qui porte pas mal de promesses, on va en reparler. Donc non seulement l'Afrique est entrée dans l'histoire, contrairement à ce qui était affirmé à une époque, mais c'est sûrement aujourd'hui le continent qui avance le plus vite vers le futur. 88% des Africains se disent d'ailleurs optimistes pour le futur, contre 72% des Chinois et des Indiens, et 48-50% dans les pays européens ou américains. Mieux, la croissance africaine ne repose plus seulement sur les secteurs pétroliers et miniers. L'agriculture représente toujours 60% de l'emploi, mais développement extrêmement rapide de l'industrie manufacturière, des services, qui favorise l'émergence d'une classe moyenne. On est en train de voir que la croissance africaine économique se découple vraiment de la croissance européenne. L'Afrique n'a pas subi vraiment les conséquences de la crise européenne depuis 5 ans. Ça, c'est assez nouveau et assez intéressant, on va en reparler. Et pourtant, dans le même temps, l'Afrique reste à la traîne dans pas mal de domaines et elle doit faire face à de nouveaux défis très difficiles à relever. L'instabilité politique, qui est certes moins marquée que par le passé, mais qui n'a pas disparu. Il suffit de voir ce qui s'est passé au Burkina Faso la semaine dernière. Le manque d'infrastructures, qui est encore problématique. Moins de 5% de la population rurale qui a accès à l'électricité dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. L'alphabétisation, qui progresse trop lentement. La malnutrition, ce mal qui est en cause dans 45% des décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde, qui demeure une préoccupation majeure en Afrique. Et sur le plan géopolitique, les nouveaux groupes terroristes, souvent plus riches, mieux organisés que la police ou les armées, je pense au Shebab en Somalie, à Boko Haram au Nigeria, et qui engagent le continent là sur des guerres de plusieurs décennies et qui nécessitent d'énormes moyens techniques. Alors, quel rôle peut jouer la France et les pays étrangers, les entreprises étrangères dans le développement du continent africain ? Est-ce que l'Afrique va évoluer en suivant un modèle qu'on a déjà vu ailleurs, celui de pays émergents, peut-être comme la Chine ou d'autres ? Quelle sera la place exacte de l'Afrique dans le monde de demain ? Voilà les questions qu'on va se poser ce soir avec nos 2 invités. Stéphanie Rivoal à ma droite, présidente d'Action contre la faim, ONG qui, comme son nom l'indique, vise à éradiquer la faim de manière globale, durable et efficace dans le monde. Vous avez plus de 23 missions en Afrique en ce moment. 42 avec SF International, parce qu'on se considère un réseau. Donc on est sur 42 pays. D'accord. Membre du conseil d'administration de l'ONG depuis 2007, elle a été trésorière et vice-présidente d'ACF, comme on l'appelle, avant d'être élue présidente en juin 2013. Elle a travaillé auparavant une dizaine d'années dans la banque d'affaires à Londres et elle s'est consacrée aussi à la photo. Elle a travaillé sur les enfants parrainés, sur l'intimité des personnes dépendantes, ce type de thématique. Elle est partie au Liban en 2005, au moment du conflit avec Israël, et puis au Darfour, et dont elle a tiré un très beau livre de photos. Livre témoignage qui s'appelle Darfour, publié au Cherche Midi en 2007. À ma gauche, Patrick Dupoux, qui est directeur associé au Boston Consulting Group, cabinet international de conseil en management et leader mondial du conseil en stratégie d'entreprise, qui est présent dans 45 pays à travers le monde, et dans le cas de l'Afrique, qui est déjà aujourd'hui à plusieurs bureaux au Maroc, en Angola, en Afrique du Sud et bientôt au Nigeria.
Patrick Dupeau est ingénieur des ponts et chaussées, titulaire d'un MBA obtenu à l'INSEAD. Il a débuté sa carrière à la Banque mondiale, il travaillait déjà sur la question de l'Afrique et des infrastructures. Il a rejoint ensuite BNP Paribas puis Suez Environnement. Et donc depuis 2001, il est au BCG, au Boston Consulting Group, où il s'occupe du développement des activités en Afrique du Nord depuis 2009. C'est lui qui a été chargé de l'ouverture du bureau marocain. Et il est le co-auteur de plusieurs rapports, notamment The African Challengers et Winning in Africa. Une petite précision aussi avant qu'on rentre dans le débat. On va parler aujourd'hui d'Afrique, on va parler des Afriques. Il est évident qu'on ne va pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il n'y a pas une, mais des Afriques, c'est une évidence et on va en reparler. Mais voilà, si on emploie ce terme malencontreusement, ne nous en voulez pas trop. Il faut aussi que notre temps de débat est limité. Donc la thématique, c'est l'Afrique. Donc on va essayer de répondre à cette promesse. Peut-être, un petit mot sur l'organisation. On va discuter 20 minutes avec nos deux intervenants. Puis, il y a un panel d'étudiants qui aura la parole pendant une bonne demi-heure pour poser des questions, rentrer un petit peu dans le détail. Et puis, vous aurez évidemment la parole pendant aussi une demi-heure en fermeture de ce débat. Voilà. Donc, première séquence, on va discuter un petit peu de votre vision de l'Afrique. En préparant ce débat, j'ai écouté une émission de France Culture très intéressante où intervenait Lionel Zinsou, banquier d'affaires franco-béninois, qui disait « 60 ans après les indépendances, on a l'impression que tout commence en Afrique ». Est-ce qu'il y a eu une espèce de parenthèse, de moment perdu un peu pour ce continent, et est-ce qu'on est dans une ère toute neuve? La question s'adresse à nos deux invités. Bonsoir. Donc effectivement, quand on regarde d'un point de vue froid, je dirais, les chiffres, à partir de l'indépendance, il y a eu 20 ans de croissance économique finalement assez fort en Afrique, dans les années 60-70. Et en fait, peu de gens ont en tête que le continent, en 1980, était plus de 2 fois plus riche en richesse par habitant que la Chine, et plus de 3 fois plus riche que l'Inde. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu 20 ans perdus, 2 décennies perdues, c'est assez facile, ça tombe assez rond, c'est de 1980 à 2000. En fait, le continent a eu une croissance nulle, absolument nulle en termes de PIB par habitant, ce qui est un fait assez unique dans l'histoire récente. Donc 20 ans de croissance absolument nulle, alors que l'Asie commençait à émerger dans les années 90. Et donc effectivement, d'où le titre dont vous parlez, de The Economist, The Hopeless Continent, le continent sans espoir en 2000. Et effectivement, à l'époque, donc dans les milieux des années 90, donc quand effectivement je travaillais à la Banque mondiale, les gens que vous pouviez croiser dans des avions qui partaient vers l'Afrique, c'était essentiellement des associations humanitaires, organisations internationales, et puis les familles de quelques personnes très riches liées au pouvoir dans les pays. Aujourd'hui, si vous prenez les mêmes avions 15 ans après, vous croisez des banquiers d'affaires, des auditeurs, des avocats, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, encore évidemment des organisations internationales, des organismes d'aide extrêmement importants comme ACF, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On le voit très très vite, il suffit de rentrer dans l'avion, on voit vraiment la différence en 15 ans. Et effectivement, à partir du moment où les auteurs de The Economist, qui sont pourtant les gens les plus intelligents du monde, ont écrit en 2000 The Hopeless Continent. Alors ils ont eu le sens du timing parce que c'est à peu près le mois où ils l'ont écrit que la courbe s'est inversée. Il y a eu 15 ans de croissance continue, entre 5 et 6% par an, sans arrêt, sans interruption, toujours 2 à 3% au-dessus de la moyenne mondiale. Donc, ce qui fait qu'effectivement, le même titre a un petit peu changé 15 ans après. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il faut être assez humble sur la manière dont on voit l'avenir du continent, parce que maintenant qu'on devient un peu plus afro-optimiste, il faut espérer que tout ça, c'est une tendance long terme. Donc, effectivement, par rapport à la remarque de Lionel Zinsou, on peut dire que l'Afrique a perdu, quelque part, 20 ans. D'ailleurs, on les appelle comme ça, les 2 décennies perdues. Et qu'aujourd'hui, en fait, il y a un certain rattrapage, un rattrapage économique dans les faits. On pourra venir un peu sur les causes profondes de ce rattrapage. Et aussi un rattrapage de perception. Parce que, voilà, il y a la réalité, il y a la perception, il y a toujours un décalage entre les deux. L'Afrique a commencé sa période de croissance en 99-2000. Je pense que le monde s'en est rendu compte à partir de 2010. 2008, 2010, un peu après la crise. C'est là où
le monde s'est aperçu que tiens, il y a aussi un continent qui est en train de croître. Là, on pensait que c'était fini, et en fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et notamment, ça commence à être intéressant en tant qu'investisseur d'aller voir ce qui se passe en Afrique. Donc, il y a eu une reprise économique, et depuis quelques années aussi, la perception sur le continent est en train de changer. Et donc, effectivement, il fallait être audacieux pour croire en Afrique il y a 15 ans. Il faut être audacieux pour y investir, mais surtout quand on va dans le continent, on s'aperçoit effectivement que c'est un continent de l'audace. C'est évidemment pas le seul. Il suffit d'aller en Asie, on s'aperçoit qu'aussi il y a beaucoup d'audace, et puis un peu partout dans le monde. Mais effectivement, il y a eu un rattrapage économique et un rattrapage de perception. Merci. Stéphanie, comment vous expliquez ce rattrapage économique et en termes d'image aussi, on voit que l'Afrique médiatiquement n'est plus traitée de la même façon. Peut-être des préjugés aussi sont en train de sauter, des idées reçues qu'on a sur l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années qui explique ce rattrapage ? Alors moi, je ne suis pas du tout historienne de l'Afrique, donc je vais avoir du mal à mettre en perspective. Mais par l'expérience de terrain. Oui, je vais répondre par la tangente, je vais m'en sortir. J'espère surtout qu'il y a beaucoup d'Africains ou de personnes d'origine africaine dans la salle, parce qu'il n'y a rien de tel que les Africains pour parler de l'Afrique. Je me sens pas forcément très légitime en tant que Française occidentale pour en parler, mais je vais faire de mon mieux pour essayer d'illustrer avec l'expérience qui est la mienne. Pour moi, ce que je vois, c'est l'émergence, et on peut le constater de différentes manières, des sociétés civiles dans les différents pays. Alors ça se manifeste, cette émergence des sociétés civiles vers le bas, qui peut-être change la vision projetée de l'Afrique, mais également nécessairement par effet global, la manière dont les pays vont se développer. Donc les sociétés civiles émergent d'un point de vue politique, c'est indéniable avec ce qui s'est passé en Afrique du Nord, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, et ce qui peut-être est en passe de se passer dans d'autres pays africains. Donc on voit que la société civile se prend en main d'un point de vue un petit peu plus global. C'est pas encore très organisé, mais néanmoins c'est fort. Et en termes d'humanitaire, nous on le ressent moi je suis en train de réfléchir à l'humanitaire de demain, l'humanitaire occidental tel qu'il a été pratiqué depuis les sans-frontiéristes. Médecins sans frontières est en passe, à mon avis, de changer. Notre approche doit changer. Le développement aussi, dans son approche, doit changer, au sens où ce sera désormais, c'est mon souhait le plus cher, les sociétés civiles qui vont faire l'humanitaire et qui vont être les acteurs de leur propre développement. Or ça, c'est un challenge assez profond, puisque c'est pas du tout les intérêts ni des entrepreneurs qui arrivent en Afrique aujourd'hui avec des investissements massifs, en particulier des Chinois, ou bien les historiques relations entre la France et l'Afrique ou d'autres pays occidentaux. On voit bien qu'il va y avoir des différences d'intérêts dans ces affaires-là, en particulier sur les prises de décision liées à l'argent et aux investissements. Donc nous, on va travailler vers, et je lutte en interne, sur qui prend les décisions, qui a l'argent et qui décide des investissements. Je suis sûre qu'on va parler tout à l'heure des entreprises. Je dirais juste au niveau de l'aide au développement, les fonds viennent encore majoritairement des pays dits du Nord, même si l'appellation est tout à fait contestable, mais pas seulement d'ailleurs, il y a des nouvelles ONG du Sud qui aussi investissent, mais ça reste les pays dits du Nord qui prennent les décisions sous couvert d'approche communautaire de l'utilisation des fonds. Or ça doit véritablement s'inverser, il va y avoir, je l'espère, un lâcher-prise qui va être contre-naturel, ça va être un changement culturel à opérer chez nous, dans les pays dits du Nord, pour que ce ne soit pas une sorte de prétexte d'implication communautaire, mais une véritable transfert décisionnel. Donc je pense que ça donnera aussi une nouvelle image de l'Afrique, une Afrique qui se prend en main, qui est décisionnaire de son propre destin, et si elle a l'audace de rester sur ce schéma-là, qui est un schéma africain, elle pourra véritablement, à mon avis, créer son propre avenir. Et ça va être, on en parlera j'imagine tout à l'heure, assez compliqué vis-à-vis des opportunités très séduisantes qui vont se présenter à elle. Lesquelles par exemple ? Les investisseurs étrangers, mais même les grandes fondations d'entreprises vont avoir envie, vont proposer, et le proposent déjà. On peut faire un tout petit corollaire sur l'accaparement des terres. On voit qu'il y a énormément de terres qui ont été vendues. C'est très attractif de vendre sa terre quand on est un paysan et la somme est importante à l'instant T. Il est bien évident que la terre n'est pas du tout achetée pour ce qu'elle va produire plus tard. C'est une affaire en or. Pour les pays qui sont en train de le faire, les fonds d'investissement, ce n'est pas seulement les pays, la Corée du Nord, la Chine entre autres, la Malaisie aussi, mais aussi des fonds d'investissement qui voient de belles affaires, très séduisantes pour les États
et pour les paysans qui vendent, mais au final destructeur pour la sécurité alimentaire des pays. Alors, on a un petit peu parlé de la Chine depuis le début de ce débat, qui est aujourd'hui le principal partenaire commercial de l'Afrique, en tout cas à l'échelle d'un pays. Après, si on met l'Europe en parallèle de la Chine, c'est plus contestable. Mais où est-ce que va s'arrêter cette prise, on va dire, Est-ce que ça va s'arrêter déjà, l'influence chinoise en Afrique? Comment elle va évoluer? Est-ce que les pays européens sont trop timides dans l'investissement? Peut-être lié à leur passé colonial, peut-être lié aussi, on parlait d'instabilité politique tout à l'heure sur le continent. Qu'est-ce qui fait que les Chinois foncent alors que l'Europe semble quand même encore regarder ça d'assez loin? Alors c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr que ce soit la première question sur l'Afrique. Je pense que c'est effectivement, il y a des investissements chinois en Afrique, on en parle beaucoup, et en Europe on aime bien jouer un peu à se faire peur. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui on constate que la Chine devient un partenaire important pour l'Afrique, mais c'est plus un rattrapage. La Chine n'était pas du tout en Afrique, était finalement assez peu comme investisseur dans à peu près partout dans le monde. Et effectivement, les Chinois aujourd'hui investissent, alors parfois dans des logiques économiques un peu de prédation de matières premières dont on parle assez souvent, donc effectivement qui ne sont pas forcément très bonnes pour le continent. Mais si on regarde le stock d'investissement direct étranger des Chinois en Afrique, c'est à peu près le stock des Grecs, de la Grèce. Parce que la Grèce était historiquement un partenaire privilégié de l'Afrique de l'Est. Donc en fait, il y a un rattrapage, mais on part de très bas. C'est-à-dire le stock d'investissement direct étranger des Chinois, c'est 1/10 du stock des Européens ou de la France. C'est encore les Français, les Anglais qui ont le stock. Et à la limite, que les Chinois investissent en Afrique, là encore, avec des besoins de contrôler des excès, on pourra en parler, qui sont un vrai sujet, c'est pas un problème pour l'Afrique. Au contraire, ça crée de la concurrence. Ça fait que justement, le dialogue, il se passe plus qu'entre un pays africain et les anciennes puissances coloniales. Je pense que eux, les Africains, le vivent comme une opportunité, avec des excès, d'ailleurs qui sont condamnés. Mais je ne pense pas que ça soit ça. Le vrai problème de l'Afrique n'est pas justement un afflux d'investisseurs. Historiquement, au contraire, le problème de l'Afrique, c'est que les gens n'investissaient pas n'investissaient pas suffisamment. Donc pour revenir à votre deuxième question, est-ce que les Européens, et notamment les Français, sont trop prudents? Je pense qu'effectivement, la France a été historiquement le premier partenaire, ou un des premiers partenaires de l'Afrique, notamment de l'Afrique francophone, et qu'aujourd'hui, ou depuis 15 ans, l'Afrique est en train d'émerger économiquement avec des entreprises qui se développent, avec on en parlera un peu, les fondements de la croissance africaine, qui ne sont pas que les matières premières, comme vous l'avez dit en introduction. Les fondements de la croissance africaine, il y a eu le capital qui a commencé enfin à arriver en Afrique, parce qu'on a toujours l'image que dans les années 80-90, on a un peu l'image des concerts de Bob Geldof, des investissements humanitaires, tout ça. Mais la réalité, c'est qu'il y avait plus d'argent qui sortait d'Afrique que d'argent qui rentrait en Afrique. Si vous faites le bilan entre ce qu'investissaient les organismes internationaux et les investissements privés, et ce qui sortait en remboursement des prêts concessionnels, mais aussi de la fuite des capitaux de quelques dictateurs, on peut le dire, le solde était négatif. Donc en fait, l'Afrique finançait le reste du monde, ce qui est assez contre-intuitif, mais c'est vrai. C'est juste, les faits sont là et ils sont assez têtus. Et en fait, à partir des années 2000, on a vu un inversement de tendance, en partie causé par un certain nombre de facteurs, comme les transferts monétaires des populations émigrées, à travers des solutions comme Western Union, les investissements privés dans un certain nombre de secteurs d'infrastructures, de télécoms. Et donc finalement, l'Afrique a pu bénéficier enfin du capital nécessaire à son développement. Il y a d'autres facteurs de fond qui sont la transition démographique. Ça, c'est juste les chiffres. Je veux dire, quand on regarde le taux de dépendance ou le taux d'actifs versus inactifs en Afrique, la transition démographique s'est opérée au milieu des années 90. En Asie, elle s'est opérée dans les années 80. Et comme par hasard, 5 à 10 ans après, on assiste à une croissance économique. Donc il y a des facteurs de fond structurels. On peut parler aussi de l'avènement d'Internet et des télécommunications qui ont permis de gagner énormément en productivité, d'accéder à l'information. Quand je travaillais à la Banque mondiale, quand vous vouliez envoyer un document en Afrique, il fallait y aller. Alors qu'aujourd'hui, un clic Internet suffit. Et comme vous l'avez dit, tout le monde est connecté. Et donc ça a eu un impact énorme sur la productivité
de l'Afrique. Voilà, toute une série de facteurs fondamentaux qui sont durables. La stabilité économique qui est bien meilleure, même si on entend souvent quand ça se passe mal, mais on oublie que dans les années 90, les 2/3 des pays étaient en dictature ou en guerre civile. Et donc énormément de facteurs très favorables qui font que la croissance africaine, elle a des fondements solides, structurels, et que l'économie se diversifie au-delà des matières premières. La preuve, c'est que depuis un an, le prix des matières premières s'effondre. Or, la croissance du continent, cette année, va être de 5,5 comme l'an dernier, et la prévision pour l'année prochaine est de 6%. Alors que le prix du pétrole a perdu 40%. Donc on voit bien que c'est plus que les matières premières, c'est les services, c'est la société civile, c'est la classe moyenne, et donc c'est une croissance endogène, et donc beaucoup plus solide. Et les deux secteurs qui embauchent le plus aujourd'hui, je crois, sont les services financiers et les télécoms, justement. Absolument. Ouais. Et demain, ça sera l'agriculture, le manufacturing. Il y a encore beaucoup de secteurs qui ont un potentiel de croissance. Alors justement, l'agriculture, vous parliez de cette transition démographique de l'Afrique, qui peut être un atout, comme elle peut être aussi un péril. Il y aura, je crois, en 2030, 60% des Africains qui seront en âge de travailler. Comment il faut interpréter ce chiffre et quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la sécurité alimentaire de l'Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une opportunité par une vision un petit peu audacieuse de l'écologie de faire de cette sécurité alimentaire, non pas, enfin, justement de rendre secure l'alimentation en Afrique? Alors, si vous avez 2-3 heures, on peut y aller. Parce que ça, sur l'Afrique, il y a de quoi faire. Alors, je citerai que le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, dénonce la faim malgré une croissance énorme de l'Afrique. Ce qui se passe, c'est que moi, je ne peux pas que me réjouir de la croissance de l'Afrique au sens large, la croissance économique, parce qu'on voit dans le même temps un accroissement important, si ce n'était déjà assez fort, des inégalités sociales. Et les laissés pour compte de plusieurs secteurs vont, je le pense, être un facteur de risque pour la stabilité politique des pays. Donc ce serait une erreur de se focaliser sur l'accroissement économique sans y introduire une notion sociale. Et c'est peut-être ça que l'Afrique doit avoir l'audace d'inventer, pas d'inventer, mais de mettre en œuvre à grande échelle sur son continent, c'est que l'entreprise doit nécessairement être sociale. Ça veut dire que dans son objectif numéro 1, ce sera le profit, ça c'est la nature même de l'entreprise, mais que parmi ces objectifs fondamentaux, il y ait la création d'emplois et la réduction de la pauvreté, à part égale avec la production de profit. Et cela ne pourra se faire que si les entreprises qui viennent de l'extérieur prennent en compte ce modèle, ou bien si ce sont les entreprises africaines qui le développent. Ils ne pourront pas avancer, les entreprises, en laissant derrière de la pauvreté avec l'accroissement démographique qui va avec, et sans support à l'éducation, et je vous en passe, et des meilleurs sur la liste des choses qu'il faut faire avancer pour la sécurité alimentaire. Alors, l'Afrique est vraiment face à un choix assez, pas binaire, mais en tous les cas cornélien en face de lui. Il y a des forces, en particulier des États-Unis, qui vont vers un modèle d'agro-business. Donc il y a énormément de chefs d'entreprise, même africains, qui pensent que c'est la solution. Il faut accroître la productivité des terres en Afrique, donc on va y mettre des intrants, beaucoup d'engrais, de pesticides, d'insecticides, etc. Et comme ça, on va avoir énormément de production agricole importante. On va ensuite passer à l'échelle, puisque c'est très morcelé. L'agriculture est faite en majorité de très petites entreprises paysannes à dimension vraiment familiale. Quand je dis très petite, c'est vraiment très petit. C'est 1300 mètres carrés de jardin fait par la famille. Donc il y a le modèle à l'américaine, les grandes unités de production, des intrants chimiques et en avant. Et puis il y a le modèle prôné au moins sur le papier par la France en particulier, qui est le modèle agroécologique, qui est beaucoup plus à taille plus petite, sans intrants, enfin en tout cas moins de dépendance aux intrants extérieurs. Donc ça, c'est deux modèles. Nous, le modèle qu'on pousse, vous allez voir, c'est d'une évidence claire, mais ce n'est absolument pas ce qui est sur la table aujourd'hui en matière d'agriculture en Afrique, c'est le lien agriculture, alimentation, nutrition. Si on fait de l'agriculture pour vendre, ça c'est le modèle américain, puisque tout est centré sur l'argent, quand on réfléchit un petit peu au modèle américain, et je vais schématiser, vous pourrez me citer, et ça va être catastrophique, mais néanmoins les États-Unis c'est pour vendre, donc je produis quelque chose qui est alimentaire ou que autre chose, c'est une matière première.
Moi, je défends le fait que l'agriculture, les matières premières alimentaires doivent être différentes des autres matières premières. On ne peut pas traiter un aliment comme on traite un minerai ou du pétrole, parce que là, l'objectif numéro 1 de la production agricole doit être de nourrir la population locale. Donc si on revient à ce fondamental-là, le modèle agricole à développer est radicalement différent. C'est plus de monoculture, c'est plus le cacao ou le tabac à outrance ou autre chose, le riz pour exporter. C'est lien alimentation et nutrition. Je vous invite à manger du riz pendant 1 mois exclusivement, vous verrez dans quelle forme vous allez être. Vous ne serez pas en forme du tout. Donc il faut développer une agriculture qui a pour vertu, pour objectif, non seulement l'alimentation, mais la nutrition. Et nous sommes aux côtés, nous, en tant qu'humanitaires en lutte contre la faim, des gouvernements, pour dessiner des programmes agricoles qui vont dans ce sens-là. Mais les intérêts des personnes qui veulent investir dans ce secteur ne sont pas ceux-là. N'ont jamais été ceux-là. Puisque le tout import, tout export a été véritablement de produire en Afrique ce dont les autres avaient besoin. Et ensuite, charge aux Africains d'importer ce dont eux ont besoin. Et on est dans des situations catastrophiques. Je prends le Libéria. 90% de la nourriture type céréales qu'ils mangent est importée. Au Libéria, vous jetez une poignée de graines par terre, ça pousse. Il n'y a aucun problème de production. Ce n'est pas un des climats extrêmement secs dans d'autres pays, non. Mais la politique agricole n'a pas été dessinée pour nourrir la population. Elle a été dessinée pour vendre et donc avoir de l'argent et importer. Et on a vu que cette dépendance, maintenant, on introduit non pas la notion de sécurité alimentaire, mais aussi la notion de souveraineté alimentaire. Donc les pays doivent avoir sur leur propre sol, quand c'est possible, le maximum des aliments consommés pour leur population et leur bonne santé. Alors on parle beaucoup du retard de l'Afrique en termes d'infrastructure, pardon. Certains disent que l'arriération technique peut être un atout, peut être une bonne chose et peut permettre de sauter des étapes. Alors le terme est un peu fort, arriération technique, mais est-ce que ce qui s'est passé par exemple avec le téléphone portable, avec l'usage du portable, où il n'y a pas eu l'ordinateur, mais il y a eu directement, il y a eu un saut technologique fait par les Africains, est-ce que ça peut se passer peut-être dans l'agriculture, dans d'autres domaines? Là je pose la question à nos deux. Le terme arriération technique, je ne sais pas si c'est le bon, je pense que c'est plutôt... il est un peu violent. Ouais. C'est le terme anglais legacy, c'est-à-dire en gros l'existant. Effectivement, quand vous n'avez pas de téléphone fixe, ce qui était le cas en Afrique, avec un taux de pénétration qui était très faible, quand la technologie mobile est arrivée, ça a été une double opportunité. Et donc effectivement, on a constaté une croissance de la pénétration du mobile extrêmement forte, parce qu'il n'y avait pas l'héritage et il n'y avait pas le legacy donc, de la téléphonie fixe. Je ne dirais pas que c'était un avantage, parce que l'absence d'infrastructure a été vraiment extrêmement une cause profonde de la faible croissance du continent africain pendant des années. En revanche, effectivement, c'est une opportunité de réfléchir avec un temps d'avance et de faire ce que les Anglais appellent le leapfrog, donc le saut à la génération suivante. Et il y a quelques exemples, effectivement, d'audace en la matière, puisque peu de gens savent que, enfin de plus en plus maintenant le savent, mais que le pays le plus moderne en termes de technologie de paiement par téléphone mobile au monde, comme vous le savez, c'est le Kenya, plus avancé que Singapour, plus avancé que le Japon, que les États-Unis, pour la raison assez simple que vous avez évoquée, qui effectivement, à la fois, il n'y avait pas de réseau de communication filaire d'une part, puis il n'y avait pas non plus d'agence bancaire. Et donc, plutôt que construire des agences dans tout le pays, on s'est aperçu finalement que quand une banque et un opérateur télécom se mettaient ensemble, aujourd'hui, au Kenya, tout le monde paye avec son téléphone portable. Et c'est une solution technologiquement supérieure, finalement, en tout cas en termes d'adoption, que ce qu'on trouve un peu dans un certain nombre de pays. Donc effectivement, il y a des opportunités, on le voit même dans le management des entreprises, on utilise parfois des outils plus modernes en Afrique qu'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est important parce que quand les investisseurs, y compris les élites africaines se posent la question de travailler en Afrique, il faut leur montrer que l'Afrique, ce n'est pas le reste du monde en moins bien. Au contraire, ça peut être un moyen d'innover en termes de management, en termes de technique, et c'est le cas. Il y a des terrains d'innovation tout à fait intéressants. Alors dans l'agriculture, effectivement, ça pourrait être le cas, d'ailleurs beaucoup en utilisant les technologies mobiles en termes d'information des paysans. Je crois que le problème de l'agriculture, je pense qu'il ne faut pas opposer le modèle la productivité et le productivisme. Je pense qu'il y a
l'Afrique a besoin d'améliorer ses rendements agricoles, de produire plus, c'est évident, pour accompagner la croissance de la population et arrêter d'importer, et si possible exporter le surplus. Mais l'Afrique ne peut pas non plus répliquer dans l'agriculture le vieux modèle historique que nous, justement, on appelait les économies de comptoir, qui est en gros, je produis ce que je ne consomme pas. Donc je ne consomme pas beaucoup de pétrole, mais je produis que du pétrole. Je ne consomme pas beaucoup de chocolat, parce que de toute façon, le chocolat à 30 degrés, ça fond. Donc du coup, pourtant, je ne produis que du chocolat qui est pour l'export. Et par contre, ce dont j'ai besoin, je ne le produis pas. Donc ça, effectivement, c'est un vrai problème. C'est l'économie de comptoir. Donc je produis matière première, elle ressort et rien ne revient. En tout cas, pas de valeur ajoutée qui revient, ou alors quelques produits destinés à une micro-élite. Donc ça ne bénéficie pas à la population. Et donc, il faut trouver effectivement des modèles qui est justement ce qu'on appelait les modèles d'écosystème, avec des fournisseurs locaux, de la transformation locale, une économie locale et quelque chose qui est beaucoup plus pérenne et qui évite la dépendance. C'est le cas, les céréales, c'est frappant parce que les États-Unis et l'Europe ont eu une politique scandaleusement protectionniste pendant des années, ont créé une dépendance de l'ensemble des pays du monde en subventionnant l'agriculture, leur propre agriculture. Et maintenant, finalement, on se retrouve avec des pays qui sont obligés d'importer leurs céréales, qui ont détruit en fait leur propre agriculture, ou qui ont finalement une agriculture céréalière qui n'est pas compétitive parce qu'elle n'est pas subventionnée. Et donc on leur dit, maintenant, faites pas de céréales, faites autre chose, de l'huile d'olive, comme ça vous allez l'exporter. Sauf que le jour où il y a une fluctuation, on n'arrive plus à importer de céréales. Et là, il y a une crise sociale. Et là, les gens dans la rue. Et là, le printemps arabe, parce que ça vient de ça. Et notamment en Égypte, c'est ce qui est le premier importateur de céréales au monde. Donc effectivement, il faut inventer ce modèle agricole qui soit à la fois productif, parce qu'il y a un déficit de productivité, il faut utiliser plus d'intrants, il faut casser les barrières sur la chaîne de valeur qui font que les intrants n'arrivent pas aux agriculteurs, mais qui protègent la sécurité alimentaire des Africains. J'ai vu que vous tiquiez un petit peu sur la la fin du propos de Patrick. L'agroécologie nous montre qu'avec certaines méthodes, il n'y a pas besoin d'intrants. Quand on met dans un même endroit du soja, du blé, des canards et des poissons, il y a tout. Donc tout on crée des écosystèmes vertueux. Alors le problème de ça, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'intrants. Donc les monopoles aux Olmo qui ont quand même des produits à vendre ne sont pas favorables à ce genre de modèle, premièrement. Et deuxièmement, et les Français le savent, puisqu'il y a des agriculteurs français qui mettent en place l'agroécologie, ça met du temps à se mettre en place un écosystème comme celui-là. En revanche, la productivité, bien sûr, c'est très important, mais elle est égale. C'est-à-dire l'agroécologie produit par hectare, quand c'est mis en place, et il y a eu ce temps de latence de 1, 2 ou 3 ans avant que le système soit rodé, produit pareil, voire dans certains cas mieux, sans intrants chimiques. Donc c'est possible. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut du tout de suite, et que ce modèle-là demande un petit peu de temps de mise en œuvre. Ok. On va, j'imagine, creuser ces questions-là aussi après avec vos questions. Je voudrais qu'on parle un petit peu de culture d'entreprise et de business. On n'a pas encore trop parlé de ce point-là. Est-ce qu'il y a une manière de faire du business en Afrique qu'on ne connaît pas ? Est-ce que vous me disiez tout à l'heure, moi je ne crois pas trop qu'il y ait un modèle africain économique. Bon, là on est plus sur le macro, mais est-ce qu'au niveau humain, est-ce qu'il y a une manière est-ce qu'on culturellement on ne sait pas ou on devrait s'inspirer de chaque pays a sa culture, ses manières, dans les relations humaines, même des régions, que ce soit en France, partout en Asie. Je ne pense pas qu'il y ait la manière de faire du business partout dans le monde, et puis une manière B en Afrique qui est complètement différente parce que les Africains sont complètement différents. Non, en fait, justement, le problème d'un certain nombre d'entreprises en Afrique, c'est qu'ils n'ont pas fait en Afrique ce qu'ils font partout ailleurs. C'est-à-dire, typiquement, alors c'était normal, le marché était petit, mais finalement, on ne comprenait pas exactement ce que voulait le consommateur, on ne développait pas des produits adaptés, on essayait de développer, de refourguer, désolé du terme, le produit qu'on vendait en Europe. Et finalement, on ne se posait pas la question, mais est-ce qu'il n'a pas finalement des besoins spécifiques compte tenu de l'usage, compte tenu des besoins, du pouvoir d'achat ? Et je crois qu'au contraire, en Afrique, pour réussir, il faut faire du business de manière normale, c'est-à-dire considérer que son interlocuteur est rationnel et qu'il a des besoins, investir, localiser des équipes, localiser des fournisseurs, ne pas tout importer,
bâtir justement ces écosystèmes comme il faut faire ailleurs. Il n'y a pas de différence. Ensuite, il y a des spécificités sur le doing business dans tous les pays qui sont liés à chacun à sa culture, mais c'est pas différent. Il faut juste faire son travail sérieusement. L'humanitaire, c'est aussi un business. Comment ça évolue? Et vous parliez tout à l'heure d'inventer l'humanitaire de demain, du futur. Qu'est-ce qui marche plus? Qu'est-ce qui marche sur l'entreprise, dont je répète, parce que c'est toujours bien de répéter pour que ça imprègne les esprits, mais c'est l'entreprise sociale, cette dimension-là, peut-être qu'elle n'est pas nouvelle, c'est pas propre à l'Afrique, mais peut-être que l'Afrique sera le pays où ça pourra se développer plus, parce que ça deviendra nécessaire pour que ce soit pérenne. Si on ne veut pas se faire virer d'un pays, tout simplement, il va falloir à un moment donné qu'on ait une solution un petit peu plus organique à l'approche du business, simplement. Moi, j'ai lu, avant de venir, pour essayer d'être à la hauteur de ce débat, ce qui se disait à l'Africa CEO Forum, donc quelles sont toutes les solutions proposées par les CEO en Afrique. Bon, il y a énormément de choses sur la banque. Le système bancaire est vraiment une colonne vertébrale du business et ça, malheureusement, c'est pas assez développé. Ils n'ont pas le crédit agricole, ne serait-ce que ça. Le crédit agricole, à son origine, a été créé pour donner du capital aux entreprises paysannes. Et en fait, l'agriculture est très gourmande en capital. Et comme on le disait tout à l'heure très justement, c'était un modèle de dette, l'Afrique. Donc maintenant, il faut passer à un modèle de capital. Mais parmi tout ce qui est évoqué sur l'Afrique CEO Forum, c'est des choses logiques, effectivement, stimuler la demande, faire du protectionnisme inventif, parce que c'est vrai que l'Europe a été excellente à faire la PAC. Lionel Zinsou, justement, préconise une sorte de PAC régionale africaine. Ce ne serait pas complètement idiot de penser comme ça, de créer des bourses locales d'échange de matières premières, bref, de s'accaparer un écosystème, effectivement, local avec toutes ces dimensions-là. Mais il y a vraiment cette chose à intégrer dans les modèles industriel et d'entrepreneuriat, d'avoir du capitalisme certes, mais du capitalisme social et d'intégrer cette dimension à la base. Et si on ne le fait pas, je pense que l'Afrique pourra aller au-devant des mêmes soucis qu'on voit aujourd'hui déjà là. Sur l'humanitaire, c'est grandement professionnalisé. Pour ceux qui s'intéressent un peu, je vous apprends rien. On est devenus des professionnels, d'où le charity business, c'est-à-dire que vraiment, on a l'impression de tourner, d'avoir une logique relativement business, puisqu'on est majoritairement, pour beaucoup d'entre nous, financé par des États. Donc quand on est financé par des États, on clame notre indépendance, mais mine de rien, on a quand même des États qui ont leur propre politique de développement économique. D'ailleurs, les Anglais l'affichent, leur agence de développement, l'équivalent de l'AFD en Angleterre, qui s'appelle DFID, a annoncé très très clairement que le développement, c'était avec pour ligne de mire leur développement économique. Comme ça, au moins, c'est clair. Nous, on ne le dit pas, mais c'est exactement ce que la France a fait pendant des années. L'AFD est quand même aussi le bras armé économique de la France, d'une certaine manière. On pourra peut-être en parler plus après. Donc l'humanitaire, aujourd'hui, il va falloir se réapproprier notre sphère, ne plus être instrumentalisé par nos différents groupes de pression, si je dois les appeler comme ça, résister à ça et vraiment se mettre aux côtés des acteurs de la société civile, nous réhumaniser en ce sens. Puisqu'on est devenus des professionnels, il faut maintenant qu'on revienne à l'humain. Donc ça, c'est un de mes chevaux de bataille en ce moment, parce que on le dit, mais je ne suis pas sûre qu'on le fasse véritablement. Qu'est-ce que nous co-construisons sur place avec les sociétés civiles en faisant de l'humanitaire? On n'est pas là juste pour sauver des vies et alléger les souffrances et ensuite on s'en va. On est là avant, on est là pendant les crises, on est là après, et de toutes les façons, les crises sont récurrentes et ACF n'a quasiment jamais quitté un pays. On ferme très peu de missions, on fait qu'en rouvrir des nouvelles. Donc vu qu'on sera là tout le temps, il va falloir qu'on ait l'audace, nous-mêmes, donc nous on se met la pression aussi, de retourner à notre mandat originel qui est au service des populations et non pas au service des politiques économiques extérieures des États qui nous financent. Alors on va bientôt, leur tourne, on va bientôt laisser la parole à notre panel étudiant. Moi j'avais une question, si on se projette un petit peu plus loin et si on va même un peu sur le terrain de l'utopie. On a parlé un peu d'unification, d'harmonisation.
la vieille et belle idée des États-Unis d'Europe, est-ce que c'est pas finalement la seule solution des États-Unis d'Afrique, pardon, vous m'avez bien sûr compris, mais d'avoir ce qu'on a pu avoir en Europe et aux États-Unis aussi en Afrique, c'est-à-dire ce qui peut se passer aujourd'hui à une échelle. Il y a déjà une organisation qui est censée incarner ça, mais dans les faits, on n'y est pas du tout. Est-ce que militairement, économiquement, est-ce que c'est pas la seule solution pour permettre à l'Afrique non plus de décoller, mais de s'affirmer encore plus? Alors d'abord, je vous souhaite bien du courage. Pas être facile. Je pense qu'effectivement, alors il y a du vrai. Ensuite, je pense qu'il faut être réaliste. Où sont les obstacles en fait? Alors pourquoi c'est important? D'abord parce qu'effectivement, l'Afrique c'est la taille de l'Inde. Économiquement, c'est à peu près la taille de l'Inde. Le problème, c'est que c'est 54 pays, c'est très grand, c'est réparti partout, c'est 2000 langues parlées, c'est des différences culturelles, religieuses, c'est hyper fragmenté. Et en fait, il y a peu de pays ou de zones qui ont, je dirais, une forte unité. Et donc, il y a un problème de fragmentation, en fait, de l'Afrique. Et c'est embêtant parce que quand on veut développer des entreprises, des échanges économiques, du développement, quand on veut effectivement investir et qu'on est hyper fragmenté, c'est compliqué. Par ailleurs, effectivement, il y a des associations régionales, l'UMOA, le CEMAC, les États de l'Afrique australe, mais la réalité, c'est que, mis à part effectivement l'union monétaire en Afrique, dans les pays francophones d'Afrique de l'Est, globalement, il n'y a pas assez de coopération. Or, c'est la clé, parce que si on veut sortir de la logique juste nord-sud, ou alors Afrique-Chine, justement, et qu'on veut créer des écosystèmes avec des échanges interafricains, il faut qu'on ouvre les frontières, il faut que les Africains, effectivement, s'unissent plus. Alors ensuite, moi, je ne crois pas du tout aux États-Unis d'Afrique, enfin, ou peut-être dans 1 ou 2 siècles, mais enfin, aujourd'hui, à court terme, ça va être compliqué quand même, parce que y a les pays pétroliers, les pays non pétroliers, il y a les pays francophones, il y a les pays anglophones, il y a les pays lusitophones, il y a les pays comme ci, enfin, on n'arrivera pas. Il y a une échelle régionale, alors, peut-être? Alors, effectivement, déjà commencer en bilatéral ou en petit groupe à ouvrir un peu plus les frontières, à se mettre autour d'une table pour travailler, ne serait-ce que dans le pays dans lequel je travaille, effectivement, on sait que la non-unité du Maghreb, le fait que le Maroc et l'Algérie ne commercent pas ensemble, ça coûte 1 à 2 points de croissance annuelle. Et on pourrait pareil, on sait que l'absence d'autoroute, qui est un projet qui date de 20 ans, qui n'est toujours pas terminé, entre Abidjan et Lagos, où il y a quand même plus de 100 millions d'habitants sur une bande de 100 km de large et 800 km de long, on sait que ça amènerait énormément de croissance et d'échanges interafricains. Donc je pense qu'il faut y aller, désolé, je vais encore utiliser un anglophone, en bottom-up, c'est-à-dire pays, par sous-ensemble, et par des initiatives très concrètes, plutôt qu'avoir la grande utopie qui ne se réalisera jamais, parce qu'il y a tellement de problèmes bilatéraux qu'on n'y arrivera jamais. Enfin, même l'Union africaine, il y a des pays qui n'y sont pas, d'autres pays qui y sont, lui parce qu'il a reconnu un tel, l'autre parce qu'il a... Voilà. Et donc je pense que ça va être assez compliqué, et donc il faut plutôt aller sur des coopérations bilatérales, mais ça ne peut être que favorable au continent, ça c'est clair. Vous êtes sur la même ligne, j'imagine, sur la coopération. Oui, il faut aussi juste se souvenir, pour le coup, je ne suis pas très doué, comme je disais tout à l'heure, sur l'histoire de l'Afrique, mais il y a énormément de frontières qui ont été faites par les Occidentaux, et en dépit du bon sens sur les ethnies. Donc, en fait, même pour les Africains, il y a plein de choses qui ne veulent rien dire du tout. Donc, en fait, nous, on est en train, encore une fois, avec notre prisme occidental, on est en train de se dire, déjà, on parle des États-Unis d'eux, comme si on allait, une fois encore, importer un modèle de l'extérieur. On est en train de regarder l'Afrique avec ses frontières dessinées au couteau par des Occidentaux pour certains cas, coupant des ethnies en deux. Donc voilà, il faut arrêter ça. C'est fini. L'Occident ne va plus dicter sa loi en Afrique et arriver en dessinant au crayon les frontières. Il faut que ce soit les Africains qui inventent leur modèle. Alors, qu'ils s'inspirent des erreurs et des bonnes choses qu'ont pu faire les pays du Nord, oui. La PAC a été un exercice extrêmement égoïste, mais extrêmement profitable aux pays d'Europe quand ça a été mis en œuvre. Moi, j'ai envie de dire, allez-y. Audace de l'égoïsme, ce sera détrimental très certainement à tous les pays du Nord, mais après tout, l'Afrique doit penser à l'Afrique. Donc les modèles qu'on est en train de dessiner là, non, ce sont les Africains qui vont inventer leur nouveau modèle. Nous, humblement, on peut être là, si on y arrive, pour essayer de soutenir ce développement.
aux mains des Africains, décidés par les Africains sur des modèles inspirés peut-être, mais renouvelés et réinventés par les Africains, et d'essayer, mais bon, ça on n'y arrivera pas économiquement, c'est contre-naturel, de le faire pour le bénéfice de l'Afrique et non pas pour le bénéfice des Occidentaux. Bon, ça, nous, les humanitaires, on essaie de le faire. Économiquement, c'est sûr que c'est pas possible. Mais néanmoins, c'est ça qu'il faut arrêter de faire. C'est pas nous, c'est certainement pas ici dans cette salle en France qu'on le fera. On ne peut être qu'en appui et très humblement en appui. D'accord. Juste par rapport à cette histoire de frontière, c'est effectivement assez amusant parce que dans le golfe de Guinée, les ethnies, c'est d'est en ouest, enfin, en gros, c'est dans ce sens-là, et puis les pays sont dans ce sens-là. Et donc, effectivement, c'est ça. Le Tchad et le Soudan que je connais, il y a un gros trait au milieu de l'ethnie Zarawak et les deux côtés, ce qui explique tous les... D'ailleurs, en plus, c'est fou, ça explique ensuite des tonnes de relations entre des États qui rentrent en conflit parce que les uns soutiennent les autres, qui soutiennent les uns. Enfin, ça a créé énormément de difficultés pour l'Afrique parce que audace rime aussi avec menace. Et il y a énormément de menaces qui sont sur l'Afrique. Hein. Moi, effectivement... J'ai fait ma petite liste, des menaces climatiques, ça c'est sûr, des menaces politiques, la menace du secteur privé qui est aussi une opportunité, les tensions ethniques qui sont séculaires. Donc ça, effectivement, on ne sera plus là du tout le jour où les ethnies ont résolu les problèmes qu'ils ont. Donc il faut en tenir compte, c'est juste. Les ethnies sont là, il y en a 2000 au bas mot, donc on ne peut pas essayer d'unifier. C'est en dépit du bon sens, en fait, je pense. Et l'urbanisation est une menace énorme qui plane sur l'Afrique. Facteur de croissance, tout le monde se réjouit, ils seront en ville, et du coup, la demande va être centralisée, activée, articulée. L'urbanisation est un facteur de croissance. Moi, je dis, attention, attention. Il y a aussi énormément de risques à ça, on les développera plus en avant. Et on ne peut pas parler d'Afrique aujourd'hui sans parler d'Ebola. J'espère qu'on en parlera plus tard, mais il y a les crises sanitaires qui sont des énormes menaces, qui sont liées à l'environnement. Quand on déforeste l'Afrique, il ne faut pas s'étonner que les chauves-souris ensuite se déplacent plus et transportent le virus Ebola parce qu'il y a des théories qui vont dans le sens de l'origine d'une crise comme celle-là. Et Ebola, on le voit là, on va le revoir. Il faut juste aujourd'hui trouver des vaccins, s'équiper et se prémunir. Mais ça va, c'est les crises sanitaires qui sont des menaces. Je pense que je n'ai pas du tout répondu à votre question. Si, en partie, mais ça a permis d'aborder plein d'autres questions et de donner plein d'idées, de questions aussi, j'imagine, à la salle. Et je vais d'abord, avant de vous laisser la parole, donner la parole à notre panel d'étudiants qui a aussi préparé pas mal de questions sur cette Afrique audacieuse. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous veut se dévouer pour être le premier à prendre la parole? Alors bonjour, je m'appelle Rita de ECP Europe. Alors ma question, on a un peu abordé pas mal de points. Je voudrais revenir sur un point sur les acteurs du développement économique en Afrique, sur les investisseurs privés en particulier. Donc ma question porte plus sur l'audace des entrepreneurs et des entreprises en général. À votre avis, dans le contexte actuel, quels sont les risques, les principaux risques qui sont, auxquels sont confrontés ces investisseurs privés et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place idéalement en Afrique de façon un peu générale et un prix concrètement pour encourager l'investissement privé, que ce soit un investissement venu du Nord, entre guillemets, ou local. Je vais laisser mon collègue aborder les questions économiques, il fera ça mieux que moi. Moi, je vais parler politique. Je pense que l'une des grosses menaces pour les entrepreneurs aujourd'hui, si on parle des pays qui en ont le plus besoin d'investissement, c'est l'instabilité politique. Le Burkina Faso a eu un régime pendant 27 ans de Compaoré. Aujourd'hui, c'est une mise à plat. Ça se passe plutôt bien, mais bon, on peut pas du tout... Là, il y a de plus en plus d'incertitudes. Il y a eu plusieurs modèles, en gros, en Afrique. Les modèles un peu occidentalisés, l'Afrique du Sud, bien évidemment. Le Nigeria en a pris un peu le chemin. Il y a les États complètement déstructurés, comme la Somalie, qui est très emblématique. La RCA en prend le chemin, malheureusement. Et puis, il y a les États forts. Les États forts ont garanti aux investisseurs que leurs investissements seraient bien gardés. La société civile est en train de challenger ce modèle-là. Et on va vers... alors, c'est bien, c'est pas bien, on n'est pas là pour juger. Encore une fois, ce sera aux Africains de voir ce qu'ils pensent de leur propre révolte en interne. Mais l'instabilité politique va être, à mon avis, un débarrage assez fort. Et puis c'est à peu près par là que tout commence. La gouvernance, si on n'a pas ça dans un pays, c'est un peu compliqué pour le reste.
ça ne gêne en rien les gens qui accaparent les terres, hein, parce que le profit est tellement immédiat que l'investissement est rentabilisé très très vite. Il suffit que ça tienne 1 an ou 2 et puis ils rentrent dans leurs frais. Mais donc la stabilité politique, qu'est-ce que les pays peuvent faire? Je pense que c'est en train d'être écrit, l'histoire s'écrit aujourd'hui. Maintenant, le modèle, et c'est là où il faut peut-être avoir l'audace de ne pas, comme pour tout le reste, essayer d'adopter des modèles existants. L'Occident a toujours voulu imposer la démocratie comme étant le modèle sublime politique. Roosevelt disait c'est le moins pire des modèles. Je ne sais pas ce que l'Afrique va faire, chacun des États, mais et qu'ils écrivent eux-mêmes le nouveau régime politique dont ils ont envie, qui sera peut-être un régime politique. Nous-mêmes, on est en crise politique en France. La société civile n'est plus du tout investie en politique, n'est pas assez impliquée. Peut-être qu'avec ces mouvements qui viennent de la société civile, les régimes en devenir vont être des régimes beaucoup plus ancrés dans la société civile, j'en sais rien. Ce serait intéressant de voir de l'audace sur les modèles politiques. Peut-être que c'est quelque chose qui serait porteur et qui rassurerait, ou pas les investisseurs, mais qui serait quelque chose de plus stable. Patrick, sur l'aspect business? Alors effectivement, d'abord ce qu'on constate, c'est qu'il y a clairement une course, aujourd'hui en tout cas un intérêt des investisseurs internationaux. En gros, donc nous on a interrogé les 100 plus grandes multinationales mondiales. L'Afrique, c'était 1%, 2% de leur chiffre d'affaires au milieu des années 2000, au début des années 2010. Ils ont tous l'ambition de passer plutôt à 5 à 10% d'ici 5 ans. Donc clairement, il y a des ambitions assez fortes de croissance qui sont liées finalement à la croissance économique et puis le fait qu'il y avait un retard assez évident. Alors, une manière de mesurer ça, c'est qu'on a interrogé les PDG de ces 100 groupes, en gros. Et alors jusqu'au milieu des années 2000, 2007, en une année, disons, moins de 10% se rendaient en Afrique une fois dans l'année. Moins de 10% des grands PDG mondiaux. Là, en 2013, c'était 90%. Donc, moi, je peux vous témoigner le président d'une société, que je nommerai pas, qui, la première fois qu'il est venu au Maroc il y a 4 ans, donc le ministre de l'économie lui demande « Mais est-ce que c'est la première fois que vous venez au Maroc ?» Il dit « Oui, c'est la première fois. »« Est-ce que c'est la première fois que vous venez en Afrique ?» Il dit « Non, en fait, j'étais allé à l'île Maurice en vacances il y a 10 ans. Et puis, il y a eu une sorte de blanc. Puis, il a dit « Non, mais je pense que ça compte pas, en fait. » Et effectivement, il a dit « Ça compte pas vraiment. » Donc, alors depuis, il est revenu au moins 2 fois par an, et pas seulement au Maroc, parce que le Maroc, à la limite, c'est facile, hein, mais il est allé au Nigeria, il est allé en Afrique du Sud, il est allé au Kenya, un certain nombre de pays. Donc, on voit vraiment qu'il y a un intérêt. Donc, ça, c'est clair. Aussi, des gestionnaires de fonds. Les gestionnaires de fonds, l'Afrique, c'était moins d'1% de leur portefeuille, en moyenne. Hein. Les 150 plus gros fonds mondiaux, l'objectif, c'est de passer entre 5 et 10%. Donc, clairement, il y a un intérêt. Alors, une fois qu'il y a un intérêt, il y a un gros problème, c'est OK, mais comment? Et alors là c'est compliqué parce que d'abord c'est où? Parce que c'est hyper fragmenté. Est-ce que j'ai en Afrique du Sud, au Maroc, en Égypte et tout ça? Puis ensuite, une fois qu'on veut y aller, on se dit ah ouais, mais enfin les gens ne veulent pas tellement y aller parce que c'est compliqué, la qualité de vie, le truc, c'est risqué, machin. Beaucoup ne connaissent pas. Évidemment, ils n'ont pas pris de l'avance en recrutant des managers africains il y a 5 ans ou il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc du coup, personne ne connaît l'Afrique dans la boîte. Et donc du coup, effectivement, il y a une vraie question sur le comment. Et donc c'est pour ça que ce qu'on a essayé de faire, c'est de comprendre comment ceux qui réussissaient, qu'ils soient d'ailleurs des multinationales ou des Africains ou des Chinois, qu'est-ce qu'ils faisaient différemment des autres. Et donc il y a un certain nombre d'éléments. En général, il faut que ça soit suivi au niveau de la présidence, parce que vu que c'est compliqué, que c'est long terme, qu'il faut de la persistance, il faut de l'audace, il faut que ça soit suivi vraiment au niveau du président, sinon on se décourage. La deuxième chose, c'est qu'il faut un peu adapter son modèle, parce qu'effectivement, il n'y a pas 2 pays, on commence là, et puis on va... C'est pas pareil selon les industries. Il y en a qui doivent aller au Nigeria, d'autres qui doivent plutôt aller en Afrique du Sud. Donc il faut prioriser un petit peu et changer parfois son modèle. Et puis, il faut beaucoup investir en avance de phase. Parce que le vrai sujet en Afrique, c'est de pouvoir recruter des talents africains pour demain matin, mais surtout pour dans 5 ans ou 10 ans, quand vraiment l'Afrique deviendra une puissance économique réelle. Et ça, il faut vraiment investir en avance de phase. Et il y a des sociétés qui vous disent, moi, pendant 3 ans ou 4 ans, je ne cherche pas à faire du business en Afrique. Je cherche à recruter 2000 ingénieurs qui, dans 5 ans, 10 ans, quand je mettrai des usines et quand vraiment on va avoir une présence en Afrique comme en Asie, je les aurai. Alors que les autres, ils ne les auront pas.
ils ne les auront pas fidélisés. Et donc, il faut avoir cette audace d'investir en avance de phase. Et puis, comme je disais, il faut parler aux consommateurs africains. Il ne faut pas croire qu'en plaquant le produit qu'on a vendu en Europe, en Asie, les gens vont l'acheter. C'est pas pareil. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils veulent quelque chose de moins cher ou de moins bien. Ils veulent quelque chose de différent, souvent plus solide. Le critère de solidité est très important. On s'est aperçu, par exemple, en interrogeant 10 000 consommateurs africains, que les Africains sont extrêmement sensibles aux marques internationales, plus que les Asiatiques, beaucoup plus fidèles. Donc il y a des choses qui sont spécifiques et il faut effectivement faire ce travail assez sérieux finalement d'écouter, de comprendre ce qui se passe et de s'adapter en conséquence. Et le dernier point, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est qu'il faut comprendre que l'Afrique a un agenda de développement ambitieux qui est essentiellement tourné autour de la création d'emplois pour justement donner des emplois à cette population qui arrive sur le marché du travail. C'est vraiment le sujet. Le printemps arabe, c'est une crise des 20-25 ans qui ne trouvent pas d'emploi, des populations urbaines. C'est un vrai problème. C'est vraiment une bombe à retardement, hein, comme vous disiez. Et donc, il faut comprendre que l'Afrique a cet agenda de développement et qu'une société doit s'inscrire dans cet agenda de développement. Ce n'est pas forcément faire de l'humanitaire. Pour certains, ça peut être de l'humanitaire. Pour d'autres, c'est créer des emplois locaux, transformer localement. Donc, c'est en gros transformer plus pour gagner plus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de notre panel ? Martine de Mine Paritech. J'étais troublée tout à l'heure quand vous disiez qu'il faut faire en Afrique du business de façon normale. Et je mets en parallèle avec l'Expo Wave qui a eu lieu en septembre à la Villette, avec beaucoup de mise en avant d'expériences, notamment au Kenya, autour de l'économie frugale ou d'économie circulaire, sachant que l'Afrique accélère après les autres pays émergents, donc on peut tirer aussi les enseignements. Est-ce que justement, ce ne serait pas audacieux d'envisager d'autres façons de se développer ? Alors, quand je dis faire de manière normale, ça ne veut pas dire faire comme en Europe ou comme aux États-Unis ou comme en Asie. Faire de manière normale, c'est d'écouter les populations, les consommateurs, les gouvernements locaux et de comprendre qu'est-ce qui est adapté. Et donc ça peut arriver typiquement aussi aux solutions dont vous parlez. Les solutions dont vous parlez, ou alors le paiement, le mobile payment au Kenya, c'est tout simplement parce qu'on fait l'effort de comprendre quel est le contexte local, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent, et donc on trouve une solution qui est adaptée au contexte local. Et cette solution peut justement être un produit, un service ou une manière de faire du business qui est différente de ce qu'on fait en Europe. Pourquoi on ne faisait pas du business de manière normale en Afrique ? C'est justement parce qu'on plaquait des solutions toutes faites, venues d'ailleurs. On adoptait un modèle, comme je disais, d'économie de comptoir, où finalement on vendait à une micro-élite des capitales et puis on extrayait les matières premières. Mais en fait, on ne se posait pas la question, ce qu'on fait en France. Une société de consumer goods, L'Oréal, elle va d'abord faire ce qu'on appelle des focus group, elle va comprendre le consommateur, des études, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut un produit vert, jaune, comme ça, comme ci, est-ce que effectivement la dimension de développement durable du produit est importante ou pas. Donc elle s'intéresse au consommateur, elle comprend ce dont il a besoin et elle adapte son produit et son service en conséquence. C'est ça, faire du business de manière normale et sérieuse, par opposition à vouloir plaquer un modèle historiquement. Et donc, je dis, il faut faire comme on fait ailleurs en termes d'approche, de méthode, mais le résultat, il sera différent. Sur ce point, vous vouliez dire un mot ? Je profite pour caser un sujet qu'on n'a pas... Encore une fois, je vais essayer de... C'est le secteur informel. Il ne faut pas oublier ça. C'est que l'Afrique a une manière de travailler essentiellement beaucoup fondée sur l'informel. Et ça, nous, on ne comprend pas, nous, en tant qu'occidentaux. C'est quelque chose qu'on a beaucoup du mal à appréhender. Si on parle d'agriculture, 80% du travail est effectué par des femmes de manière informelle. Elles ne sont pas salariées. Donc il y a des dimensions comme celle-là sur le travail familial, sur l'informel, qui nous échappent. Donc le business de demain, il va falloir qu'il intègre des choses comme celle-là et de pas effectivement arriver, alors offre et demande, je pense que c'est peut-être ça que vous voulez dire, c'est que quand on fait du business, si on fait un produit qui ne se vend pas, c'est ça, faire du business normal, c'est reprendre des fondamentaux du offre et demande, de base. Après, la dimension sociale, elle va s'intégrer ou par nécessité de développer son pays, ou même par nécessité
d'être en adéquation avec la culture locale. Et la culture locale, elle est informelle. Les réseaux d'influence sont informels. Donc nous, quand on arrive en tant qu'humanitaire, on a effectivement un temps de recul pour essayer de... Bon, alors ici, je parle à qui ? Parce que, alors le chef de village, d'accord, mais j'ai compris qu'il n'y avait pas que lui, il y avait aussi quand même ce groupe d'influence ici et là, il y a les femmes, il faudra quand même qu'on en parle à un moment donné. Donc, cette approche va faire que le business, de toutes les façons, il va être informel. Bon, parlons de la tantine et des systèmes de microcrédit locaux. Ça, c'est une réponse adaptée qui est business, qui est développementale et qui est appuyée sur la culture locale. Et au Libéria, quand j'y étais, il y a les femmes victorieuses, c'est magnifique, hein. C'est que des femmes, il y avait un homme. Il y a des groupes de 30 personnes qui effectivement mettent de l'argent. Nous, on contribue aussi à cette caisse et on nous soumet ils se soumettent entre elles, hein, des projets d'éducation des enfants, fondamental, il faudra qu'on en parle aussi, et des projets de business, de vente de seaux ou de pâtisserie au marché ou quoi que ce soit. Ça, c'est du business adapté à ce qui se passe dans les pays. C'est le microcrédit, mais réinventé à la manière communautaire et le réseau informel tel qu'il est déjà dans les pays aujourd'hui. Oui, l'informel, je suis complètement d'accord. Il y a beaucoup d'entreprises qui, effectivement, ne salarient pas leurs distributeurs, mais mettent en place des modèles, finalement, où justement, il y a énormément de distributeurs qui sont du secteur informel, qui sont leur réseau de distribution. Donc ça, c'est un moyen, effectivement, de s'adapter à la réalité locale et non pas de plaquer des modèles. Mais il ne faut pas plaquer des modèles productivistes ou comme en Europe. Il ne faut pas non plus plaquer un modèle alternatif parce qu'on pense qu'il faut un modèle alternatif. Il faut juste comprendre ce qui marche dans chacun des pays par rapport à une analyse de l'écosystème de consommateurs, des réseaux de distribution, de systèmes de décision. Est-ce qu'il y a d'autres questions de nos... Oui. Alors, il y a 2 questions. Bonjour, je m'appelle Jeanne Yijin, étudiante de l'ESCP Europe aussi. Durant mes études universitaires, j'ai travaillé pour une organisation étudiante qui s'appelle ASEC, qui encourage les jeunes à aller à l'étranger pour faire soit du bénévolat, soit faire un stage dans l'entreprise. Et une critique qu'on reçoit régulièrement, c'est que des gens nous demandent, mais il y a autant d'enfants qui n'ont pas le moyen d'aller à l'école en Chine. Pourquoi vous allez en Afrique pour aider les pauvres qui sont si loin de nous? Donc, si on applique la même logique aujourd'hui, c'est que je peux très bien imaginer des gens qui se demandent, mais aujourd'hui, la France est en difficulté, nous n'allons pas très bien. Pourquoi pourquoi vous faites l'effort pour parler du développement de l'Afrique? Pourquoi aider les Africains au lieu des Français? Donc, au-delà de critiquer ou de réagir sur la fermeture d'esprit de ces gens, est-ce que concrètement la France ou l'Europe peut bénéficier de ce débat ou cette réflexion sur le développement de l'Afrique? Comment on peut apprendre de l'Afrique? Merci. C'est une très bonne question, elle est très difficile, donc je vais laisser finalement Stéphanie y répondre. Peut-être l'occasion d'en parler non, de la mais FD aussi. C'est très simple. Il y a les aspects, il y a un aspect moral et il y a un aspect économique. Et elles ne sont pas du tout antinomiques. Donc moi, je suis, vous l'aurez compris, pas du tout dans la logique d'esprit d'un repli sur soi. Je pense que c'est très court-termiste si la France se replie sur elle-même pour grandir. Ça n'a jamais marché. L'histoire a démontré que tous les pays qui ont fermé leurs frontières ont perdu économiquement à long terme, ont perdu culturellement, ont perdu sur à peu près tous les tableaux. Moi, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je préfère vivre en France qu'en Corée du Nord, à titre d'exemple. Donc, pour moi, c'est un modèle qui ne peut pas marcher d'aider, de cesser le développement pour s'occuper de soi. Bon, ça, j'ai un problème moral avec ça. On est la terre des droits de l'homme et patati patata. Moi, je tiens à ça en tant que Française. Mais bon, à la limite, mettons ça de côté et soyons pragmatiques. Les Anglais l'expriment. Les Français n'ont pas cette historique de pragmatisme à l'anglo-saxonne. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'agence de développement anglaise se projette dans l'avenir économique de la Grande-Bretagne au travers de ses politiques de développement. Pourquoi ? Parce qu'il est bien évident que ceux qui seront là, ancrés dans le pays, qui auront été
avec les populations ou avec les gouvernements à essayer de les aider à traverser certaines crises, que ce soit d'un point de vue militaire ou d'un point de vue économique, seront aussi ceux qui seront les premiers partenaires économiques en cas de développement. Bon, après, la France essaie de vendre des rafales. Je ne suis pas forcément en ligne avec ça, mais néanmoins, quand il y a des interventions militaires, ce n'est pas uniquement pour protéger les populations, c'est aussi peut-être le showroom de notre arsenal militaire. Et ensuite, quand on a protégé un pays et qu'on est accueilli comme des héros par la population locale, on sera un partenaire économique. Donc, soyons moralement... Chacun va juger ça de manière très personnelle, mais d'un point de vue très pragmatique, c'est, à mon avis, une bonne manière de continuer à avoir des relations avec l'Afrique, qui, on le sait, aura 2 milliards de personnes en 2030, 2050, bref, à 6%, 5,8% d'évolution du PIB à venir. C'est un pays qui est en pleine croissance économique. On serait bien courte vue et peut-être même stupide économiquement de ne pas continuer à avoir ces relations-là avec ces pays sur le long terme. C'est un pari qu'il faut qu'on prenne. Peut-être, et juste d'un point de vue économique ou d'investisseur, quelqu'un qui aurait investi 1 franc, allez, mettons 100 francs quand même, 1 franc c'est pas beaucoup, 100 francs en 2000, dans un des 40 groupes africains dont on avait parlé dans les African Challengers, aurait eu un taux de rendement de 30% annuel. Et s'il avait investi le même argent dans une des bourses européennes, c'était quasiment 0%. Bourse Standard S&P, c'était pareil, à peu près 2 ou 3%. Donc c'est tout simplement un point de vue d'investisseur, c'est parce qu'il y a de la croissance, parce qu'il y a du potentiel économique, et parce que demain, ça sera un marché important et qu'il faut y aller maintenant, sinon on n'y sera pas. Donc d'un point de vue de l'investisseur, le cas est très clair. Hein. C'est parce que c'est un marché de demain, c'est un marché de croissance, c'est un marché qui a été sous-investi finalement et assez peu traité, donc il y a un potentiel. On va prendre une dernière question peut-être du panel avant de donner la parole à la salle. Bonjour, Louis de Lessec. J'ai une question concernant le leadership de l'Afrique sur la scène politique internationale. Je voulais savoir ce que l'Afrique a à apprendre au monde occidental. Géopolitique, économique. Celle-là, elle est vraiment pas facile pour le coup. Hein. Comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de faillites politiques en Afrique aujourd'hui que c'est difficile de se demander ce qu'il y a à apprendre aujourd'hui. Je pense qu'on a à apprendre quand même, ça y est, ça me vient, et je vais revenir, hein, c'est marteler les messages, mais c'est l'implication de la société civile dans le monde politique de demain. Chez nous, on est mécontent de nos politiques et donc on ne va plus voter. C'est un scandale de mon point de vue, puisque moi je travaille dans des pays où les gens se battent et meurent pour avoir le droit de vote. Je trouve ça scandaleux, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Et à partir de ce moment-là, que les sociétés civiles de ces pays aient l'audace de descendre dans la rue contre des régimes forts, pour ne pas dire des dictatures, et avec succès arrivent à déloger de certains pays des gens qui sont là depuis très longtemps avec des mécanismes qu'on connaît de tenir l'État de A jusqu'à Z avec des doubles, triples, quadruples, quintuples casquettes qui fait que quand ces gens-là partent, ça déstructure les économies tellement ils étaient impliqués dedans. Où est l'audace des Français face à la crise de désamour politique qu'on vit aujourd'hui ? Où sont les gens ? Personne n'est descendu dans la rue. Marine Le Pen l'a dit très clairement. Lors des élections européennes, elle s'en félicite. Je suis consternée. Où sont les mouvements sociaux français qui vont sortir du bois comme le font les Burkinabés, mais pas que. Les Mexicains, à Hong Kong, en ce moment, il y a des gens qui meurent pour avoir ces droits et pour créer le monde politique de demain. Les Français, réveillons-nous, franchement. C'est vraiment le moment. C'est ça qu'on a à apprendre d'eux, peut-être. C'est que ce dynamisme-là, qui vient de la société civile et des jeunes, vous êtes ici, il va falloir se secouer, hein, je pense. Donc moi, je regarde ça avec énormément d'admiration, à vrai dire. C'est difficile après la salve d'applaudissements d'intervenir. Non, mais justement, j'étais complètement d'accord avec ce que disait Qu'est-ce que l'Afrique peut nous inspirer ? De quoi plutôt il faudrait s'inspirer ?
Non, mais je pense que c'est ça. C'est effectivement l'audace et le dynamisme et la volonté d'aller de l'avant et de effectivement défendre ses droits. Donc je pense que c'est ça. Effectivement, il y a quand même un retard de présence du continent sur la scène mondiale, même si aujourd'hui, effectivement, l'intégration de l'Afrique du Sud au BRICS, ça a quand même donné une voix un peu plus importante au continent. Et puis voilà. Et puis c'est une zone en croissance. C'est une zone où effectivement on le voit vu de l'Europe comme on parle beaucoup. Quand on a écrit le rapport il y a 5 ans sur les challengers africains, donc les sociétés africaines, la personne qui faisait l'editing, un Américain basé à Boston, il m'a dit mais tu fais un rapport sur l'Afrique et finalement on parle pas de maladies, de guerres, de trucs, de machins et tout ça. Je lui dis mais c'est justement le point du rapport, c'est de dire qu'en Afrique il n'y a pas que des maladies, des guerres et tout ça, mais il y a aussi des sociétés qui se développent. C'est gentil parce que sinon. Mais comme ça tout le monde est content. Donc voilà. Et donc tout le point c'est de se dire mais il y a plein d'endroits en Afrique où les gens sont hyper optimistes. Et donc cet optimisme, effectivement, c'est peut-être une leçon pour nous. Alors on va vous donner la parole maintenant, parce que ah oui, peut-être une dernière question du panel. Et après on va vraiment donner la parole à Sam. Bonsoir, Siam Arts et Métiers. Donc moi je m'adresse à vous en tant qu'étudiante africaine, donc qui constate que de nombreux étudiants africains qui vont faire leurs études supérieures à l'étranger, faute d'un système éducatif vraiment performant et reconnu en Afrique, ont de très fortes réticences à rentrer chez eux une fois bien installés, une fois leur carrière amorcée. Donc ma question est la suivante, c'est que au-delà du patriotisme, qu'est-ce qui peut réellement motiver ces jeunes diplômés à délaisser leur situation confortable et aller tenter leur chance en Afrique ? Je pense qu'on est dans un point très très sensible mais qui touche pas seulement l'Afrique, j'allais dire, puisqu'il y a énormément de Français qui vont aussi tenter leur vie ailleurs. Mais là, il faut se poser la question de savoir quel rôle on veut avoir dans la société, chacun d'entre vous et les étudiants y compris. Moi, je vous le dis, j'ai fait 10 ans de banque d'affaires, donc le confort matériel et la réussite sociale, je vois très bien ce que c'est. Après, j'ai fait un choix de vie différent et pour m'investir dans la société. Si le but des individus, c'est leur confort matériel et leur enrichissement personnel, on va vers une sorte de société, effectivement, assez repliée sur elle-même, égoïste. Si c'est le seul, je ne dis pas que ça doit... Il n'y a pas de Mère Teresa, c'est fini, ça aussi. Il faut qu'on soit tous dans le confort matériel et la réussite sociale, mais ça n'exclut pas ce troisième segment, qui est la contribution citoyenne que chacun, on se doit d'intégrer dans son agenda. On est tous acteurs du monde dans lequel on vit, ou alors sinon, on ne s'en plaint pas. Ça ne peut pas, c'est l'un ou l'autre. Donc, les acteurs africains, les étudiants, ou les étudiants français maintenant, le monde est globalisé. Ce n'est pas la peine de se dire qu'on va revenir en arrière. C'est utopique et c'est du mensonge. Le monde aujourd'hui, il est global. On peut dire tout ce qu'on veut, ça va de l'avant, c'est fait, c'est terminé. Tous les étudiants, et je le souhaite, français ou africains, mais allez au travers du monde, imprégnez-vous des différentes cultures pour continuer à innover dans tous les secteurs, le secteur social et le secteur de l'entreprise. C'est pas grave. Personne ne vous n'êtes pas enchaîné à votre pays comme avec un boulet au pied. Vous y retournerez avec l'envie de participer à un développement de votre pays. Et puis c'est tout à fait sain et normal d'avoir envie de contribuer. Mais pour ça, il va falloir aller partout ailleurs et vous aurez envie de revenir. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il ne faut pas se dire, bon, il faut absolument que je revienne dans mon pays parce que là, catastrophe, il faut que j'y aille. Non, j'y vais parce que j'ai envie. Parce qu'il y a des opportunités qui vont se dessiner économiquement aussi, mais pas que socialement. Ici, par exemple, pour devenir chef d'entreprise ou homme politique, il y a beaucoup de choses à faire pour y arriver. Peut-être que dans les pays africains qui sont plus neufs, les opportunités vont être énormes. Peut-être que monter une entreprise dans ces pays qui ont des points de PIB comme celle-là, ce sera 1000 fois plus facile et qu'il y aura envie, finalement, d'y aller. Donc, bougez dans le monde entier, imprégnez-vous, apprenez. Vous êtes citoyen du monde et vous êtes citoyen de votre pays, vous êtes les deux, mais surtout dans votre agenda. Et vous verrez, si ce n'est pas maintenant, ça vous rattrapera à 40 ans ou à 50 ans. Votre contribution sociale fera partie de votre développement personnel. Si vous passez à côté de ça, vous aurez des réveils difficiles un peu plus tard, je pense. Donc il faut que ça s'inscrive dans votre parcours global. Soyez égoïste aujourd'hui, vous serez généreux demain. Mais ça s'intégrera dans votre parcours de vie. Du moins, je vous le souhaite. Alors d'abord, je m'inscris tout à fait dans ce que dit Fanny. Et par ailleurs, j'ajouterais que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant.
Si on est juste cynique, qu'on se dit d'un point de vue du confort aujourd'hui, d'abord je pense que la situation ici, elle devient un peu moins confortable, c'est dur, c'est très concurrentiel, vous le savez, et là-bas il y a de la croissance. Il y a de la croissance, il y a plein d'opportunités, il y a un manque de management, il y a un manque de personnes qui sont ou bien capables et qui ont envie de travailler pour des grands groupes ou pour de monter leur propre société. Donc aujourd'hui, on voit plutôt, moi j'ai l'impression qu'on commence à avoir un retour. J'ai un très bon exemple puisque la sœur de Siam travaille avec moi et donc effectivement, c'est un exemple d'une jeune fille brillante qui a passé 5 ans en France et qui est revenue dans son pays pour participer à des projets qui participent finalement au développement et à la construction du pays. Et on le voit de plus en plus. Donc on le voit vraiment. Enfin, c'est vraiment une vraie tendance. Et je pense qu'il y a l'argument du cœur, je pense qu'il est toujours important, on ne peut pas complètement, et je pense qu'il est essentiel, mais je pense qu'il y a aussi l'argument tout simplement de l'analyse rationnelle, de se dire qu'il y a de la croissance, il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses à faire. Et alors, une des choses aussi qu'on essaye de combattre, c'est l'idée que le retour, c'est définitif. Alors c'est très présent chez les étudiants marocains, on fait la prépa, la grande école, on fait 5 ans en France et ensuite on rentre au Maroc. Et j'explique à tous les étudiants, je dis maintenant vous pouvez rentrer et repartir. Parce qu'aujourd'hui dans le monde est globalisé, on fait quelques années ici, on repart, on revient, et donc ce n'est pas une voie sans issue. Et se dire finalement je peux rentrer, je peux repartir, ça rend le retour plus facile de se dire aujourd'hui on s'intègre dans l'économie mondiale, il y a plein d'opportunités dans mon pays, puis demain peut-être qu'il y aura aussi des opportunités ailleurs. Alors, il nous reste 10 minutes, l'heure tourne, donc on va vous laisser la parole. Je vais demander à nos intervenants peut-être de répondre chacun. Voilà, 3 questions, ou sinon, voilà, on peut regrouper 3 questions et puis vous pouvez y répondre. Oui, faisons ça. Alors, là, il y avait, on va prendre à gauche, au milieu et à droite. Voilà. Allô, bonjour, merci pour votre intervention. J'aimerais que vous nous parliez des femmes. Et donc, quelle est la place des femmes africaines dans leur société ? Et nous, les femmes européennes, enfin moi, qui ai toujours été attirée par l'Afrique, qu'est-ce que je peux faire là-bas ? Quelle serait ma place là-bas en tant que femme occidentale ? Que ce soit, donc je suis élève normalien en physique, donc que ce soit dans la recherche en physique ou dans la création d'entreprises ou dans j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas où aller, je ne sais pas qui appeler parce que c'est un rêve de gamine, mais on m'a toujours prends ton temps, peut-être dans 10 ans, parce que là, je ne connais pas les voies d'entrée, parlez-moi des femmes. Alors on va prendre d'autres questions. Moi, je souhaitais aller dans la continuité de mademoiselle étudiante sur est-ce qu'on observe véritablement un ralentissement de la fuite des cerveaux ? Est-ce qu'il y a une dynamique de compétitivité entre les États africains pour attirer les talents africains qui ont peut-être étudié en Europe ? Est-ce qu'il y a des politiques incitatives au retour pour créer des entreprises ? Est-ce qu'il y a un encouragement au niveau des États ? Je pense dans des États dynamiques comme en Afrique du Sud, est-ce qu'on observe ça ? Question là. Bonjour, donc moi je fais de la banque d'affaires, mais je suis allée en vacances en Afrique, au Burundi, la semaine dernière, et je suis allée aussi en République démocratique du Congo, donc j'ai traversé 3 pays. Il y a quand même une évidence, c'est qu'il y a une disparité, une inégalité sociale énorme. Alors, c'est peut-être pas toute l'Afrique comme ça, mais là, c'est vraiment criant. Et ma question, c'est comment, effectivement, ces pays peuvent arriver à faire une redistribution plus égalitaire effectivement, est-ce que ça passe par l'administration, finalement, qui doit être plus formée, plus honnête, plus intègre ? Parce que j'avais fait des missions autrefois pour un cabinet d'audit pour la Banque mondiale, où on allait vérifier que l'argent, effectivement, qui était donné était bien réellement investi dans des écoles, des barrages, etc. Et donc, est-ce que c'est la société civile ? Est-ce que c'est une certaine prise de conscience des familles très fortunées ? On les voit passer en hélicoptère, se poser ça et là, alors que le reste de la population crève de faim quand même, ou est très démunie, notamment en République démocratique du Congo. Il y a énormément d'enfants partout. Donc la question, c'est de se dire comment cette redistribution peut être mise en place. On avait réussi à ne pas employer le mot de corruption. C'est vrai que c'était... Oui, parce qu'on essaie d'être positif. Donc. Voilà.
Alors les On femmes, va faire un petit truc global. Moi, je vous laisse la fuite des cerveaux. Ça va. Moi, je parle des femmes. Commençons par les femmes. Voilà. Bon, alors les femmes, forcément, colonne vertébrale de l'Afrique, en particulier de l'agriculture, énormément de femmes actives, mais de manière informelle. Et puis une situation avec un taux d'inalphabétisation, de non-scolarisation des filles qui est bien supérieur à celui où il y a plein de chiffres, hein, mais je fais juste la liste. Un accès réduit au planning familial, à la santé reproductive, qui enferme de très jeunes filles dans des contraintes avec des enfants très très jeunes. Donc ça, c'est un problème aussi. Un manque d'accès des femmes au système bancaire classique, donc d'où les microcrédits très informels. Mais pour faire un prêt à une banque, c'est compliqué de le faire quand on est une femme d'un certain point de vue. Le droit des femmes, bafoué, les violences faites aux femmes, les décisions. Bon. Donc ça, c'est le portrait de toutes les difficultés auxquelles doivent faire face les femmes africaines. Maintenant, à l'inverse, il y a des statistiques qui montrent que si on donnait aux femmes, en particulier, l'accès à l'économie de manière plus facile via les prêts, il y aurait un décollage ou moyen de production plus adéquat en agriculture, il y aurait un décollage de l'économie africaine dans son ensemble. Donc l'avenir va reposer en grande partie sur les femmes. Il y a peu de femmes influentes, il y en a quand même. La présidente du Libéria est une femme, la vice-présidente d'Afrique du Sud avant c'était une femme, il y en a. Mais il y a quand même, mais ceci dit c'est partout, un manque de femmes influentes, que ce soit là-bas comme ici d'ailleurs. Mais elles seront le futur. Très clairement, parce qu'il y a un potentiel si on résout, ne serait-ce qu'en partie, tous ces problèmes, de développement énorme de la participation des femmes à l'économie. Donc ça, c'est l'aspect positif. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une femme occidentale ? Il y a des exemples, il faut y aller, et surtout, vous faites une entreprise de femmes. Déjà, on commence par là, que ce soit de couture, ou, enfin, en tout cas, il faut voir ce qu'elles ont envie de faire. Il faut leur donner accès à du capital. Donc il faut monter une société en local avec un certain apport en capital. Je vous conseille de faire une entreprise axée sur le social, donc de recruter des femmes sur des critères aussi de vulnérabilité, profitabilité et vulnérabilité, et de faire des micro-entreprises. C'est tout à fait possible aujourd'hui pour une femme occidentale de le faire. Après, ça va dépendre où, dans quel pays. Bon, il y a un vaste choix et du choix de vie aussi personnel. Quand on vit au Soudan, les femmes occidentales n'ont pas à se voiler. Moi, j'ai passé un an au Soudan sans me voiler, donc c'est pas obligatoire. Et vous aurez accès à des fonds, ce à quoi elles n'auront pas accès. Donc c'est possible de le faire. Donc, je pense qu'il faut poursuivre ce genre de projet sans problème. Non, il faut monter son projet, il faut être sérieux. Comme disait monsieur, on fait... Oui, faut faire un petit voyage dans un pays. Alors tout le monde va au Sénégal, il faut essayer autre chose, parce que bon, le Sénégal, c'est là où c'est plus facile d'aller, mais prenez un pays un petit peu plus compliqué pour aller voir. Il faut s'appuyer avant d'aller faire un petit voyage exploratoire. Il faut se renseigner sur toutes les ONG qui travaillent dans ce pays-là. On travaille partout, nous. Donc nous, on a un tissu, on a des relations en local. Et puis les ONG de développement, bien évidemment. Et ça, portail de coordination sud, il y a tous les ONG classés par pays. Il faut faire son projet au départ, on y va, on fait des rencontres, on réfléchit à ce qui est le mieux économiquement, demande, offre, à faire n'importe quoi, on revient, on fait son business plan et puis on y va. Possible. Facile. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de sociétés, de structures, d'ONG, d'organismes qui existent en Afrique, même d'universités. Donc il y a des choses, il y a des moyens, si vous souhaitez y aller. Il y a des entreprises qui aujourd'hui envoient... on n'est plus dans le modèle où on envoie des expats qui sont des dirigeants et qui coûtent les yeux de la tête aux sociétés. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont en Afrique pour, comme ils iraient dans des sociétés déjà structurées et déjà présentes. Nous, au Maroc, la première personne qui a été promue au poste de directeur associé du bureau de Casablanca, donc après moi, c'était une femme française, blonde. Enfin, je veux dire pas du tout. Et au début, on nous avait dit il y a 5 ans, mais attends, vous êtes sûr que les femmes pourront travailler au Maroc ? Enfin, pour vous dire juste le problème de perception qu'il y a. Non, aujourd'hui, si vous êtes compétente, tout vous est ouvert, je pense. Enfin,
pas forcément tout. Je pense qu'effectivement, je vous conseillerais d'aller au nord du Nigeria en ce moment, mais je pense qu'il y a vraiment des opportunités dans un certain nombre de pays où finalement ce qu'on cherche, c'est juste la compétence et le sérieux. Et donc, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous réussirez pas. Et donc, ça revient au problème de la fuite des cerveaux. Moi, je vois vraiment effectivement un retour. Là encore, pas dans tous les pays, ça dépend, il faut démoyenniser, mais on commence à voir un retour des cerveaux des étudiants africains qui constatent tout simplement qu'ils ont plus d'opportunités là-bas qu'ici, qu'ici ils ont en plus un plafond de verre qui n'a toujours pas été cassé, hein, qui reste, ou alors vraiment c'est des exceptions, qu'ils ont des opportunités, qu'il y a de la croissance, et que dans un certain nombre de pays, on peut vivre de manière de plus en plus normale, confortable. L'accès à Internet, évidemment, a changé beaucoup de choses. Alors, évidemment, c'est encore insuffisant. Je pense qu'on peut, effectivement, les pays africains doivent développer des universités, des systèmes d'éducation tertiaire panafricains qui permettraient encore plus de localiser la formation des élites africaines. C'est en cours dans un certain nombre de pays, mais on voit quand même une tendance intéressante de retour. Et alors, Burundi, RDC, c'était des vacances intéressantes, parce que c'est des deux pays super durs, surtout la République démocratique du Congo. C'est l'un des pays, humanitairement parlant, nous, c'est l'un des pires, personne ne veut y aller, enfin bon, c'est très, 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 très dur. Je pense que, là je vais parler d'un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui est intéressant quand même, c'est l'éthique des entreprises. Et je pense que si vous avez vu Cash Investigation, moi franchement j'ai vu des trucs assez durs dans mes missions. J'ai été choquée par les mines en RDC et je ne pensais pas que beaucoup de choses pouvaient encore vraiment me choquer à ce point. J'ai été vraiment bouleversée en fait. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le reportage de France 2 de cette semaine sur les téléphones portables et l'extraction de certains minerais, etc. Bon, après, il y a les conditions de travail dans d'autres pays, dans les bidonvilles en Inde, il y a des endroits du monde comme ça où c'est terrifiant. Et donc là, on vient à l'éthique des entreprises et la responsabilité des entreprises qui travaillent avec ces pays ou qui, de près ou de loin, ont affaire à ces minerais qui sont dans tous nos objets électroniques. Moi, je me réjouis des émissions ou de n'importe quelle d'ailleurs entité qui suit les sites des entreprises pour épingler un maximum d'entreprises multinationales, on va dire, pour les rendre responsables en direct de ce qui se passe dans ces pays-là. C'est des pays qui devraient, au même titre que certains autres, alors c'est jamais la solution, mais au moins il y a des réflexions autour d'embargos sur des pays qui ne sont pas, qui vraiment maltraitent trop leur population. C'est pas le cas dans ces pays-là parce que on a vraiment besoin du fameux Tantal. C'est 90% de la population mondiale, donc on peut pas aller autre part qu'au RDC. Et là, il faut que nous, en tant que citoyens aussi, on interpelle les entreprises qui sont en prise directe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas nos interlocuteurs politiques en RDC ou au Burundi, ce ne sont pas les apporteurs de solutions, puisqu'ils sont complètement partie prenante du problème. Donc à moins que la société civile burundaise et du Congo s'organisent à un moment donné, ce qui pourrait arriver, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est au moins challenger toutes ces multinationales sur leur interaction avec l'Afrique et introduire l'éthique, absolument et impérativement, dans les modes de fonctionnement de ces sociétés. Donc les achats responsables, bon, très contraignant, hein. Ça veut dire qu'on ne touche plus un téléphone portable, hein, donc c'est vraiment très compliqué. Mais ça fait aussi partie de notre responsabilité. Je me suis sentie responsable de ce qui se passait dans les mines du Congo, à vrai dire. Donc du coup, ça interroge. Il faut continuer à s'interroger. Et ces gens-là, on est leurs consommateurs quand même. Donc mine de rien, on ne peut pas nier le poids qu'on a sur ces boîtes. Pas individuellement, mais collectivement. C'est peut-être la chose qu'on peut faire nous. Mais bon, ça s'arrêtera là. Ce sera le mot de la fin, parce que l'heure tourne, on a déjà débordé. Alors la toute dernière question, vraiment pour... Attendez, il y a un micro qui arrive. Oui, bonjour et merci. Et surtout, merci à CHK d'avoir organisé un débat qui parle de l'audace et de l'Afrique. Mais je me pose une question, parce qu'à partir de mes rencontres en Afrique et en France, pourquoi les médias ne disent-ils pas à quel point le continent est déjà audacieux ? Bon, alors je suppose que vous, madame, vous connaissez Al-Fadi, qui a créé le Festival international de la mode africaine en 1998, qui est soutenu par l'UNESCO et l'OIF. Il l'a lancé dans le désert de Tigidit, c'était quand même un sacré challenge. Maintenant, il crée une école supérieure de la mode et des arts, et le grand parrain, c'est ce regretté François Lesage.
le meilleur. Pour l'Afrique, il faut le meilleur. Mais je connais aussi Patéo, qui est le grand créateur du Burkina Faso, qui a créé des chemises pour Nelson Mandela. Au Mali, il y a également Farafina, qui a créé un musée de perles à Mopti. En 2000, on n'en a toujours pas parlé. Xulibet, il y a 20 ans, il a créé des modèles qu'on voyait à Paris, mais malheureusement, pour X on ne le voit plus forcément. Kevin Geman au Cameroun, qui a une école de mode, qui a également une maison de couture et qui a créé l'uniforme d'Orange Cameroun et qu'en a fabriqué 1300. Et à Madagascar, Eric Resina, qui a créé une maison de couture de 1000 mètres carrés, une boutique à Paris. Vous êtes dans la mode, non? Non, je ne suis pas dans la mode, mais je connais beaucoup de créateurs. Mais pourquoi les médias n'en parlent pas? Bon. C'est tout. On peut vraiment se demander s'il n'y a pas une volonté. Non, mais parce qu'autrement, certains, j'en ai parlé à 2 ambassadeurs, ne pourraient plus voyager gratuitement aux frais de l'Afrique. Non, mais de manière générale, que nous disent les médias? On vous pose la question plus large. Ils ne nous parlent pas de l'Afrique, mais ils nous parlent de quoi? Enfin, franchement, il y a quand même une faillite. Enfin, ça, c'est mon point de vue personnel. Je n'incarne pas contre la fin. Tout ce que je peux dire, c'est strictement personnel. Mais il y a une faillite des médias de manière générale. Donc, les médias simplifient à outrance tous les phénomènes, ce qui permet aux gens d'avoir l'impression de comprendre tout, alors que c'est extrêmement complexe, que l'Afrique est plurielle, elle est diversifiée, de quoi on parle? On parle de la RCA, on parle des émeutes au Burkina Faso, et on parle que des choses négatives parce qu'elles sont sensationnelles, et puis parce qu'elles nourrissent un imaginaire. Les médias nous servent ce qu'on a envie de voir et qui fait appel. Mais c'est pareil pour l'humanitaire. Moi, quand je suis devenue présidente, mais on voulait avant, mais c'est très compliqué, je voudrais qu'on change la communication des humanitaires. Parce que quel visage on présente de l'Afrique quand on est humanitaire? On présente un enfant qui est en général noir et qui en général est mourant. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils voient cette photo-là, ils ouvrent le porte-monnaie. C'est technique, c'est mécanique en fait. Donc nous, on a besoin d'argent pour faire des choses positives avec les personnes qui ne sont pas des victimes, mais qui sont nos alter-ego à qui on offre, s'ils le souhaitent, un appui. Et dans le même temps, on fait un grand écart et on présente des images de l'Afrique qui sont absolument pas, qui sont dramatiques et qui sont misérabilistes, etc. Donc il faut révolutionner tout ça. Parce que vous, c'est ça que vous voulez voir, peut-être pas vous, mais nous, on veut voir ça. On veut voir la guerre, on veut parce que... Mais non, mais c'est pas... ils le font parce qu'ils ont un public, ils ont une audience en face qui attend ça. Arte, qui fait de très bons reportages, beaucoup plus profonds et en profondeur et qui montrent des vérités, ça reste Arte. Je pense que ça nous rassure de nous dire que ça va beaucoup plus mal là-bas qu'ici. Effectivement, moi j'étais confronté à ça, c'est l'exemple que je vous donnais, hein, l'éditeur qui dit mais pourquoi tu parles pas des maladies et machin, c'est exactement cet exemple-là. Effectivement, je pense que c'est dommage, mais bon, ça va changer parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer et je pense que ça va changer. Merci à nos 2 invités. Merci à vous. Merci à toutes et à tous et merci à la Cité de la Réussite d'avoir eu l'audace d'organiser un débat sur l'Afrique audacieuse. Merci.